Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Recevez mes fraternelles et cordiales salutations. Le citoyen du monde revient dans la grande communauté avec une petite histoire. L'histoire que je vais vous conter, je l'ai vécue il y a de cela 2 à 3 semaines par là. C'est un phénomène qui a défrayé le monde scientifique. Sur l'axe Nairobi-Zambie, sur à peu près 10 à 15 mètres par là, une pente d'à peu près 30 degrés qui a défié les lois de la gravité. Vous savez, naturellement, si tu te mets sur une pente, tu lâches peut-être une bille. Sous l'effet de la gravité, ça va couler vers le bas. Ça va rouler pour aller vers le bas. Mais sur cette pente-là, c'était carrément l'inverse. Tu prends ta bille maintenant, tu déposes vers le point 0. Ça remonte vers le point 10 par là. Donc sur une échelle de 1 à 10 en remontant. Ça remonte plus tôt. Même les conducteurs les plus sceptiques ont essayé parce que les gars pensaient que c'était la blague. Tu viens là avec une camionnette peut-être chargée de 15 à 10 tonnes. Tu te mets au point 0. Tu mets au point mort. La voiture remonte carrément jusqu'au sommet de la pente. Un phénomène vraiment qui dépasse l'entendement de la science. J'aurais aimé que Albert Einstein, Leonardo da Vinci et Galilée, pour ne citer que ceux-là, j'aurais aimé qu'ils soient encore vivants vraiment pour savoir qu'il ne suffit pas juste d'aller dans un laboratoire et étudier, écrire des théories. Là, c'est une fois de plus pour dire que c'est Dieu qui gère, c'est lui qui a créé ce monde. Et la loi de la nature est vraiment au centre de tout. Ça, c'est un phénomène que j'ai vécu. Ça a vraiment dépassé l'entendement de la science, comme je le dis pourtant. Cette petite histoire que j'ai voulu partager avec la grande famille ce matin. Partagez, likez, commentez. Le slogan restera le même. Que le Seigneur nous glorifie. Soyons bénis. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Salut. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Recevez mes fraternelles cordiales salutations. Partagez, likez, commentez. L'histoire que je vais vous conter m'a été relatée par une de mes grandes sœurs au quartier. Elle dit ceci. Quand elle faisait la classe de seconde, elle avait une copine, une camarade de classe qui était nordiste. Je parle de nordiste au Cameroun, ce sont les ressortissants du nord et de l'extrême nord. Vous savez, ce sont des gens un peu nobles qui respectent vraiment leurs époux et leurs épouses. Donc, chaque fois qu'elle partait chez cette copine-là, elle voyait ce charisme-là dans leur maison, cette affection mutuelle entre le papa de sa copine et sa maman. Elle était vraiment très, très enjaillée par ça. Et elle me dit, depuis cet instant, elle a toujours eu à cultiver dans sa tête, et même parfois en marchant seule, elle le disait, qu'elle souhaite que son mari soit un nordiste. À chaque fois, même dans ses prières, c'est ce qu'elle l'évoquait. Et même dans sa réflexion individuelle, elle le disait. Je souhaite que mon mari soit un ressortissant du Nord. Quand elle a alors eu son probatoire, son papa à lui a acheté son premier téléphone. Déjà complet, bien sûr. Un téléphone avec la puce directement. Elle est partie s'enfermer dans sa chambre. Elle a composé un numéro, elle a lancé.
Quand le numéro a sonné 2-3 fois, elle a paniqué, elle a raccroché. Quelques minutes après, le numéro a rappelé. Elle renvoyait, elle était toute paniquée. Le numéro a tellement insisté, si bien qu'elle a fini par décrocher. Elle a dit, s'il vous plaît, c'est une erreur, excusez-moi, c'est une erreur de manipulation. La personne lui dit au bout du fil, non, c'est pas une erreur. Dis-moi pourquoi tu m'appelles, c'est pas une erreur. Elle était toute paniquée, elle a raccroché. Elle s'interroge que, mais comment celui-ci peut savoir que ce n'est pas une erreur? La personne rappelle encore. Toute paniquée, elle renvoie. La personne a encore insisté, elle a décroché. La personne lui dit, pourquoi tu ne veux pas me parler? C'est toi qui m'as d'abord fait signe. Et tu ne t'es pas trompé. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Elle a dit que non, de toute façon, je me suis trompé. Excusez-moi, la personne a dit que non, ne t'excuse pas. Parce que moi, au plus profond de moi, je sais que tu ne t'es pas trompé. Tu es dans quelle ville? Elle dit qu'elle est à Douala. La personne dit que moi, je suis à Douala. La personne lui demande ce qu'elle fait dans la ville. Elle a dit qu'elle est élève et qu'elle venait juste d'avoir son probatoire. C'était pendant les vacances. Celui-là dit à son tour que lui, il est étudiant. Il est étudiant en gestion comptable. Donc, il fréquentait à ESSEC, pour ceux qui connaissent. Et la grande sœur de confiance, à l'époque, elle vivait dans un quartier de la ville non loin de l'université. Jusqu'à ce moment, les étudiants, l'université, les étudiants étaient encore en cours, ils n'étaient pas en vacances. Il lui a demandé si elle pouvait venir où il se trouve le lendemain. Il m'avait dit que c'était un vendredi, si elle pouvait le chercher samedi, aux environs de 10-12 heures par là. Elle a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça qu'ils ont calé et puis il a raccroché. Elle dit qu'elle était toute en joie, même sans voir la personne. Elle était tellement excitée, elle était contente. Elle s'en est allée parler à sa copine dont je vous disais à l'entame de mes propos. Elle explique, comme je vous ai expliqué aussi précédemment là. La copine a dit que bon, de toute façon, puisque tu ne sais pas qui il est, je vais t'accompagner. On se sont fixé rendez-vous au niveau de Ange Raphaël là. À l'heure prévue, elle s'en est allée avec sa copine. Ils ont vu, c'était un jeune homme, il pouvait avoir 27-28 ans. Jusqu'à l'époque, elle pouvait avoir 21 ans comme ça. Elle dit qu'elle a aperçu le monsieur, son cœur battait 1000 à l'heure. Et puis ils ont causé comme s'ils se connaissaient depuis. Le courant passait vraiment. C'est comme ça que les choses ont démarré. Ils se sont fixés les rendez-vous, ainsi de suite. Ils se voyaient. Lui, il était en deuxième année. Il était en deuxième année à l'époque. Et l'année qui suivait, comme elle avait eu le probatoire, elle était en terminale, elle a eu son bac. Aussi curieux que cela puisse paraître, elle est allée à l'université, elle a fait la même filière que ce type-là. Elle a fait la même filière que lui. Donc quand lui, il était en master 2, elle était en licence. Donc c'est comme ça. Et c'était un nordiste, un ressortissant de l'extrême nord. Les choses se sont très bien passées, puisqu'ils se connaissaient bien, les deux familles se fréquentaient déjà aussi. Quand lui, il a eu son master 2, elle a eu la licence, ils se sont mariés. Alors, je vous parle, les deux travaillent pour le gouvernement tchadien. Ils ont 3 enfants déjà. Donc, ça, c'est quand j'ai suivi l'histoire de la fille du Sud qui parlait de sa copine qui projetait toujours les mauvaises idées là, soit disant que est-ce que si je meurs, comment vous allez m'enterrer? Si je fais un accident, je casse le pied, comment vous allez réagir? Donc, c'est quand j'ai écouté son histoire là que j'ai encore eu la présence d'esprit de venir raconter celle-ci pour confirmer ce qu'elle disait dans ses propos en disant que dans la vie, il faut toujours prier de façon positive. Cette grande sœur là, elle a toujours eu cette pensée positive et puis le Seigneur a accompli sa volonté.
Donc, ayons vraiment des pensées positives dans nos vies. Tout ce que nous projetons doit être de façon très positive, des pensées très positives. C'est l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille. Et surtout, si quelqu'un m'écoute, qu'il prie. Partagez, likez, commentez. Le slogan reste et restera le même. Comme le père fondateur DMG a écrit ce slogan-là. Merci. Bonjour, bonsoir tout le monde. Soyons bénis. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Alors, DMG, bonsoir ou bonjour, dépend de l'heure à laquelle vous allez mettre cette audio. Moi, je vous envoie cette audio depuis le pays de l'Oncle Sam. Je suis originaire d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, mais je vais taire le nom, de peur d'être reconnu. J'ai découvert votre chaîne il y a un peu moins d'une année, mais pour dire vrai, je suis tombé amoureux, quoi. J'avais des histoires mystiques que je racontais toujours à ma femme, mais elle ne me croyait pas. Elle disait toujours que je suis, je sais pas, que je suis devenu dingue. Et puis voilà, je ne savais pas ce que je disais. C'est des choses qui n'arrivaient même pas. Mais je lui dis que non. Mais quand j'ai écouté, j'ai découvert votre chaîne et j'ai écouté des frères et des sœurs raconter des histoires, je me suis dit voilà, et je n'étais pas fou. Ce que j'ai vécu, c'est du réel. Bon, en tout cas, merci. Bon, pour ne pas tirer au long, une petite histoire, je vais vous la raconter. Après, je vais vous raconter d'autres histoires, Inch'Allah. Quand nous étions petits, je veux dire entre 12, 14, 15 ans, nous avions l'habitude de jouer au football entre les maisons et tout. Un jour, il y avait une maman, la coépouse à ma grand-mère. Elle avait déployé beaucoup de poules, voilà quoi. Mais il y avait un chat qui ravageait, n'est-ce pas, le poulailler. Et ça n'a pas plu à la grand-mère. Bonjour, je sais pas, par hasard, nous étions en train de jouer et nous avons vu le chat courir. Mais fallait voir. Le chat était en train de courir dans son monde, hein. Mais nous avons vu le chat courir, mais avec une allure ralentie. C'est comme si le chat était dans un verre qu'il ne pouvait pas sortir. Mais nous ne voyons pas de verre. Je veux dire par là que la maman était derrière, une grand-maman, elle était dans l'après, je sais pas moi, vers les 60, plus 70, je sais pas. Elle avait les mains croisées derrière son dos, en train de dire je sais pas moi, des paroles maléfiques ou pas, mais qui étaient inaudibles. La dame était derrière le chat. Le chat était en train de courir, mais d'une allure ralentie. Elle professait, elle disait des choses, elle disait ça. C'est une musulmane, mais je sais pas, mais qui n'a absolument rien à voir avec la religion musulmane, il faut le dire. Donc voilà, nous sommes des Africains, nous avons tous notre tradition et tout, que ce soit musulman ou chrétienne, on est tous des Américains, on a toujours ce côté qui ne peut pas être expliqué. Je sais pas où on l'a eu, on l'a reçu et tout. Mais ce qui est alarmant dans tout ça, la femme, la dame, elle disait des choses, et au finish, on a assisté à une scène qui est digne d'un film Hollywood, mais le chat était tombé raide, sans que la maman la touche. Il n'y a pas de bouton, il n'y a que les paroles. Il n'y a que les paroles. Il n'y a que les paroles. Et les mains étaient croisées derrière son dos. Elle regardait le chat et parlait. Regardait et parlait. Et le chat était tombé. Voilà. Et le chat ne pouvait pas courir. Tu sais, les chats, ils sont rapides. Mais le chat, c'est comme si le chat était gouverné par une télécommande et tout, sur une ligne droite, mais qui courait, mais avait une allure tellement lente. Et voilà, le chat était tombé raide. Pour vous dire, les gars, il y a la parole, il y a la puissance des mots. Il y a la puissance des mots. Donc, faisons attention
à ce que nous faisons. Et maintenant, je veux vous donner une autre histoire, là, qui m'est plutôt personnelle, mais je vais envoyer une autre audio, Inch'Allah. Right? Merci de tout ce que vous faites. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Désolée, je viens de me réveiller, du coup ma voix est un peu cassée. Je suis un peu en vacances, donc du coup là, grâce matinée façon. Hein. Vraiment désolée pour ma voix. Bonjour à toute l'équipe DMG. Bonjour à tous ceux qui nous équipent. Partagez, likez. En tout cas, voilà, ça sauve des vies. Voilà, et moi, je tiens à dire vraiment merci à l'équipe DMG parce que grâce à vous, vous êtes un peu comme nos médecins. Et nous qui étions beaucoup, comment on appelle, renfermés, aujourd'hui, ça fait qu'on commence à être apaisé parce qu'on n'aimait pas se confier. De nos jours, il n'y a même plus d'amis fiables. Du coup, tu te confies à une personne. Le lendemain, tout le quartier est au courant. Ou bien, on bataille tout sur Internet avec ton visage. Mais aujourd'hui, avec l'équipe DMG, on se sent un peu libre de partager nos histoires. C'est un peu, franchement, moi, c'est un peu comme si vous êtes, c'est mon médecin, quoi. Donc, parce que quand je finis de parler, ça m'apaise. Et quand je parle, franchement, ça me fait vraiment plaisir de venir et partager mes histoires ici. C'est mon 3e histoire. Et vraiment, à chaque fois, c'est avec un grand plaisir. Ok, j'explique mon histoire. Je me suis vite mariée. C'est un peu long encore, désolée. Et je me suis vite mariée. Un jour, je commence un peu par le début. Voilà. Un jour, ma maman avait un grand champ avant. J'ai grandi au village. Donc, ma maman avait un grand champ. Ça faisait que nous tous, on participait au champ, malgré nos petits travaux qu'on faisait. Mais on partait au champ. Et du coup, à chaque 17h ou 16h30, elle envoyait une parmi nous pour venir faire la cuisine. Et ce jour-là, c'était mon tour. Et j'avais mon barrage sur ma tête, barrage d'aubergine. Et quand je suis rentrée à la maison, je pense qu'il était déjà 17h. Et j'avais 2 dames qui étaient assises. Et les 2 dames, je les connaissais dans le quartier. Donc du coup, il y a une qui m'appelle pour me dire, viens ma petite. Et j'arrive, je viens. Et elle me dit, comment tu vas? Je dis, ça va. Elle dit, tu as quitté où? Je dis, au champ. Elle dit, tu as quoi sur la tête? Je dis, des aubergines. Elle dit, ok, je veux aussi. Je dis, ok, pas de souci. Je vous envoie aussi. Je vous donne aussi, pardon. Et elle dit à son fils d'aller prendre un sachet à la maison pour envoyer pour qu'elle mette l'aubergine dedans. Et pendant ce temps, l'autre dame qui est assise à côté d'elle lui dit, aïe, mais décharge la fille pour qu'elle puisse respirer un peu le temps que ton enfant parte chercher le sachet. Elle dit non, je ne vais pas la décharger. Elle va rester avec le barrage sur la tête. Ça m'a un peu énervée, mais je me suis calmée vu que c'est une grande personne. Son enfant entraîné là-bas jusqu'à 5 minutes après, on vient avec un sachet. Et la dame lui dit, mais décharge là, elle va mettre l'aubergine. Elle dit non, je veux qu'elle reste arrêtée comme ça et pour me donner l'aubergine. Tout ça m'énervait, mais je voulais quitter là. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je donne l'aubergine et puis je quitte là. J'ai beaucoup de choses à faire. Et quand je voulais enlever l'aubergine sur ma tête pour donner, et elle dit non, c'est bon, c'était pour te tester. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui, j'étais surprise. Et l'autre dame qui était assise était également surprise aussi. Elle dit, au fait, dans sa famille, j'ai vu que les filles de votre famille sont très bien éduquées. Et je voulais tester pour voir quel genre de patience tu avais, tes limites. Mais malgré tout ce que j'ai fait, tu as pu supporter et tu as réussi au test. J'ai dit, ah bon, comment? Elle dit, j'ai mon frère qui est à Abidjan, qui cherche une femme à marier. Donc du coup, je voulais que tu sois sa femme. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, mais rentre à la maison, j'enverrai quelqu'un voir tes parents. Ça, c'était en 2016. Okay. Et je vais à la maison. Je rentre à la maison. Bon, j'étais un peu surprise. Je me posais plusieurs questions. Moi, j'avais 15 ans. Je me disais, mais c'est quoi encore cette histoire-là? Je rentre, je fais la cuisine, tout et tout. Et 2 jours après,
il y a une vieille femme, une amie de la famille. Et l'histoire que je vais raconter concerne la vieille dame. J'ai commencé un peu par le début pour vous faire un peu comprendre mon histoire. La vieille va venir à la maison. Tout le monde était content de la voir vu qu'elle ne sortait pas comme ça. Elle était beaucoup vieille. Et quand elle arrive, les parents étaient contents, tout et tout. Et elle dit, ah, je suis venue voir votre fille. Et tout le monde dit, ah, d'accord. Et pourquoi aujourd'hui c'est elle qui vient voir? Elle dit, ben, elle commence à grandir. Donc, je suis venue échanger avec elle. Et moi, quand la vieille dit ça, je me rappelle automatiquement de l'histoire qui s'était passée quelques jours auparavant. Elle dit, je vais te parler, accompagne-moi dehors. Et je l'accompagne dehors. Elle dit, il y a quelques jours, tu quittais au champ et voici ce qui s'est passé. J'ai dit oui. Elle dit, cette dame-là m'envoie te dire qu'elle a son frère. Ce qu'elle t'avait dit là, c'était pas de la plaisanterie. Elle a son frère à Abidjan qui cherche une femme à marier et vraiment tu es la candidate parfaite. J'ai dit, bon, de nos jours là, maman, j'étais petite, j'avais 15 ans, mais en même temps, j'étais intelligente quand même. J'ai dit, de nos jours, on ne met pas deux personnes en contact comme ça pour le mariage. Si un jour je dois me marier avec quelqu'un, il faut que je change avec la personne, qu'on apprend à mieux se connaître. Je fréquente la personne avant de me marier parce qu'on ne sait jamais. Elle dit, il n'y a pas de souci. On va faire les choses comme tu veux. Mais en tout cas, vraiment, cette dame t'apprécie beaucoup. J'ai dit, j'ai compris. Elle dit, donc, on va commencer un peu les démarches. J'ai dit, avant d'en parler à mes parents, si ce monsieur veut vraiment me marier, j'aimerais le rencontrer. Et puis, essayer d'échanger avec lui, voir ce qui va suivre. Parce que moi, je ne sais pas. On ne sait jamais. Je ne vais pas me mettre dans une histoire où après, je vais me retrouver encore en train de me séparer. Parce que ces gens d'histoire où on met deux personnes ensemble, ça ne termine jamais bien. Elle dit non, ma fille. Vu que moi, je me mets devant, cette histoire va bien terminer. J'ai dit, ok, pas de souci, maman. Et on finit de parler. La vieille rentre chez elle. Et moi, j'étais toute excitée, j'étais contente parce que et quand je grandissais, je voyais mes soeurs avec leurs copains qui souffraient en amour, qui pleuraient. Moi, j'avais promis que mon premier homme sera mon mari parce que je ne voulais pas tourner ni à gauche, à droite, pleurer et puis après me retrouver dans une autre relation. Et c'est comme si Dieu venait d'exaucer mes prières. Et on va me mettre en contact avec le monsieur. Et ici, on va commencer à échanger, moi et lui. C'était vraiment super. J'étais vraiment contente parce que là, je ne connaissais pas d'homme. Et le premier homme qui venait vers moi, ses intentions, c'était de me marier. Et on va échanger pendant 1 an. Voilà les choses, on va traîner pendant 1 an, tout et tout. Puis le monsieur va venir demander ma main. Quand il va demander ma main, et grâce à Dieu, on va commencer les choses un peu. Et puis 2 ans après, à l'âge de 17 ans, je me retrouve dans mon foyer. Voilà, j'étais vraiment très heureuse. Tout s'est passé bien. J'étais fière de moi, fière de mon mari, franchement. Et c'était un très bel homme. J'étais tellement contente que je ne sais pas comment vous dire. Et je disais merci à Dieu d'avoir exaucé mes prières. Je me suis même mariée avant mes grandes sœurs. Et vraiment, tout s'est passé bien. Nous avons vécu ensemble pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et malheureusement, nous n'avons pas eu d'enfants. Et comme dans tous les foyers africains, quand on n'a pas d'enfants dans un foyer, c'est très difficile. Et nous n'avons pas pu avoir d'enfants, même pas de fausse couche. Du coup, 10 ans après, on a vécu au moins 6 ans, 6 bonnes années, très heureux. Voilà, tout s'est passé bien, comme on voulait. Franchement, le monsieur m'a aimé, il m'aimait vraiment. Et moi, c'était réciproque. Franchement, je l'aimais vraiment. Mais les 4 autres années qui vont suivre, ça a été très difficile. Mais moi, je le comprends. Aujourd'hui, je ne le juge pas. Parce que vivre avec une femme sans avoir d'enfant, c'est très difficile. Et si j'étais un homme, peut-être que j'allais penser pareillement. Et moi, je souffrais beaucoup. À chaque fois, je m'enfermais dans la maison pour pleurer. Je ne sais pas ce que j'avais fait pour mériter ça. Voilà, même pas de fausse couche, je ne tombais pas enceinte, rien. Lui, à chaque fois, il m'encourageait. Même quand il me trouvait en train de pleurer, il s'est fâché contre moi. Il me disait, mais pourquoi tu fais ça? C'est Dieu qui donne des enfants, tout et tout. Mais je savais qu'au fond, il ne supportait pas. Et les 4 autres années qui vont suivre, comme je vous dis, ça va être très difficile au point où on va se séparer. Désolée.
L'histoire est un peu longue. Et quand on va se séparer, ça va être difficile. Il ne me supportait plus. Franchement, je faisais beaucoup d'efforts. Moi, je ne voulais pas partir. Je me disais qu'on ne peut pas se marier après pour se séparer. Mais c'était difficile pour lui de me supporter même dans la maison. En fait, le monsieur voulait un enfant. Et il ne pouvait pas faire autrement. Moi, j'étais très malheureuse les 4 dernières années. J'étais vraiment malheureuse. J'avais dépéri au point où je me doublais même quand je ne suis pas une personne en forme de nature. Et là, quand je dépéris, franchement, j'étais devenue maigre. Je me doublais même. Je portais souvent 3 pantalons. Je portais, si c'est des boubous, je mettais d'autres habits en bas pour ne pas que les gens sentent. Mais mon visage était vraiment amaigri. Jusqu'au point où, arrivé un moment, il va appeler mes parents même pour venir me chercher. Ça n'a pas marché. Et je vais rentrer en famille. Désolée si je prends cette partie-là de ma vie pour vous expliquer parce que l'histoire qui va suivre concerne la partie que j'ai vécue. Même si ça a été vraiment douloureux, mais voilà, j'ai passé 10 ans et après ça a été une séparation. C'est comme si c'était 10 ans de ma vie perdue. Et 17 ans, là quand je sortais de mon foyer, j'avais 27 ans. C'était vraiment très dur pour moi. Et la vieille dame qui va faire les démarches était très malheureuse. Au fait, elle n'arrivait pas parce que moi, je l'avais déjà dit au départ que je n'aimerais pas me trouver dans une histoire où je vais me séparer. C'est pour ça que je voulais fréquenter l'homme avec lequel j'étais d'abord avant de me marier. Et cette vieille-là va s'assurer que les choses se passent bien. On ne va pas coucher ensemble, désolé pour le thème, mais je suis rentrée les 2 ans qu'on va se fréquenter là. On s'est fréquenté, même on voyageait tout, mais on ne va pas se toucher. C'est dans le mariage qu'on s'est connus comme homme et femme. Mais malheureusement, 10 ans après le mariage, il n'a pas marché. Et cette vieille-là va se sentir tellement coupable à cause du départ, ce que j'avais dit. Et 10 ans, on se sépare. 2 ans s'ajoutent dessus. Bon, les 2 ans s'ajoutent. Je continue ma vie. Et lui aussi, de son côté, il continue sa vie. Et puis, un jour, voilà, maintenant, là, ça concerne la vieille où l'histoire commence. Un jour, je dors et je fais un songe. Je vois une jeune dame, mais je sais que c'est la vieille là dans sa jeunesse. Hein. Je la vois, une très belle dame, mais je sais que c'est elle. Elle avait des cheveux, beaucoup de cheveux sur sa tête dans mon songe. Elle avait porté un habit tout blanc qui traînait. Pas habit de mariage parce qu'elle est musulmane. Chez les musulmans, les habits, quand quelqu'un décède, c'est un habit blanc tu portes. Et je l'ai vue comme si elle avait porté une longue robe blanche. Une longue robe très blanche. Mais ce n'était pas une robe de mariée. Et dans sa peau, il y avait une lumière dans son corps. Il y avait une limite. Je précise qu'après ma séparation, je n'aimais plus partir au village parce qu'à chaque fois que je rencontrais cette vieille, elle se mettait à pleurer. Elle me disait, tu m'avais prévenu, je t'ai pas écouté. Voilà, tu te retrouves. Toi, une si jeune fille et belle comme ça, tu te retrouves en train de te séparer. Je me sens coupable. J'ai dit, mais maman, c'est pas de votre faute. On a essayé. Et puis aussi, moi et le monsieur, on s'était fréquentés pour voir si ça pouvait marcher. Et quand on est venu vous voir pour dire ça marchait, c'était pas de votre faute, vous avez fait, ne t'en veux pas. Franchement, moi-même, je t'en veux pas, j'en veux pas au monsieur, c'est Dieu qui a voulu. Et quand Dieu ferme une porte, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre. Faut pas t'en vouloir, moi, je t'en veux pas. Vraiment, je t'en veux pas. Donc, à cause de tout ça, je n'aimais même plus partir au village. Parce que quand je la croisais chaque jour, elle pleurait. Elle me disait, je me sens coupable, je te demande pardon. Elle envoyait les gens me chercher. Souvent, je n'aimais pas partir là-bas parce qu'elle pleurait, elle se sentait coupable. Et 2 ans après, j'ai fait le songe, j'étais couchée et je vois, j'étais dans un marché, le marché du village. Je me retrouve au village, dans le marché. C'est comme j'étais en train de faire le marché pour aller faire la cuisine. Et je vois la vieille qui était dans une robe tout blanc. Une robe tout blanche, si vous pardon. La robe tout blanche, très longue robe, mais c'est pas une robe de mariée, comme j'ai dit, elle est musulmane, donc les décès, quand quelqu'un décède, on les habille en blanc avant de les enterrer. Bon, j'ai jamais vu, mais je sais ça. Donc du coup, elle était dans une robe, mais longue et puis blanc comme ça, mais c'était pas une robe de mariée. Et puis c'est comme si c'était dans sa jeunesse parce que je la voyais très en forme, jeune, belle, mais je savais dans ma tête au fond que c'était elle, vu que j'ai l'habitude de faire des songes bizarres. Mais dans mon songe, c'était elle. Mais dans le songe, moi j'étais dans le marché, mais elle était à des kilomètres. Malgré qu'elle était à des kilomètres de moi,
Et j'étais dans le marché avec le beau monde. C'était le jour du marché. Même là-bas, le jour du marché, c'est le vendredi. Mais en même temps, malgré qu'elle était à 2 ou 3 kilomètres, je la voyais venir. Et quand je la voyais venir, et vu que j'ai ma tête un peu bizarre, j'évitais. J'ai dit, Seigneur, non, je t'ai dit que je ne vais pas voir ce genre de choses. Pardon, je ne veux pas ça. Et quand je tourne de l'autre côté à gauche, je la vois, elle vient d'à gauche. Quand je tourne à droite, malgré qu'elle était à des kilomètres, elle venait. Elle venait, mais moi, je l'évitais. Jusqu'à ce qu'elle arrive à mon niveau. Elle me dit, mais pourquoi tu m'évites? Tu as fait, je suis fatiguée, toute mon énergie est finie. Pourtant, ça fait des heures que je venais vers toi, j'essayais, je veux te parler, mais tu es là, fait le temps en train de passer. Et quand elle venait, elle avait 2 enfants dans sa main. C'était des jumelles. Elle avait 2 enfants dans sa main. Mais elle, tout son corps était lumineux. Elle avait une lumière tout blanche dans son corps. Mais les enfants étaient normaux. Et c'était deux jumelles. Elles étaient normaux. Et puis, je ne sais pas si on dit normal ou normaux. Vu que c'est 2 petites filles, très belles petites filles. Et qui étaient dans sa main. Elle marchait avec ses enfants-là. Et puis elle me dit, tu me reconnais? Je dis, bien sûr que je te reconnais, mémé. Je te reconnais. Elle dit, malgré mon allure de jeunesse. Je dis, bien sûr. Elle dit, est-ce que tu es au courant que je suis décédée? Je dis, non, je ne suis pas au courant. Elle dit, ok, je suis décédée. Mais ce qui me fait mal est que pendant ton mariage avec ton ex-mari, j'avais promis que ce mariage allait marcher. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le mariage n'a pas marché et je m'en veux vraiment. Je m'en veux parce que je précise que la vieille n'était pas encore décédée, mais moi, je la vois comme ça dans le songe. Elle me dit, je m'en veux, c'est pour ça que je viens te voir pour te demander pardon. J'ai dit, mais maman, je t'ai déjà dit à plusieurs reprises que c'était pas de ta faute. C'était pas de ta faute et que c'est Dieu qui a voulu. Et si Dieu a fermé cette porte, moi, je ne suis pas encore découragée. C'est vrai que ça fait 2 ans passés, mais je confirme, je sais que Dieu l'a fait. Et j'aurai quelqu'un d'autre par la grâce de Dieu. T'inquiète pas. Elle dit, ok, sortons du marché, je vais te parler. On sort du marché dans mon songe, on s'assoit sur un banc. Et quand on s'assoit derrière le marché, elle m'a dit, tu as perdu beaucoup de temps, j'avais tellement de choses à te dire. Je lui dis, mais maman, et ces enfants-là, c'est quels enfants? Elle dit, tu as déjà retardé. Sinon, les enfants, c'est quelque chose que je vais t'expliquer une autre fois quand je vais revenir te voir. Et puis là, elle dit, mais le temps est trop court, je ne peux pas tout te dire. Et là, elle met sa main sur moi. Pendant qu'elle me parle, elle dit, encore ma fille, c'était pour te demander pardon pour le rêve que j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me tromper, mais c'est juste pour venir te demander pardon parce que j'ai fait perdre ton temps pendant 10 ans. Si je n'avais pas fait les démarches de ce mariage-là, aujourd'hui, peut-être tu avais une autre vie. Mais tu as perdu 10 ans de ta vie. Et pendant qu'elle me parlait, vu que le temps passait, elle a mis sa main sur moi, sur mon épaule. Et elle a mis ses 2 mains sur mes 2 épaules. Et à travers sa bouche, elle me parlait. Mais à travers ses mains, elle me communiquait. Et je ressentais la communication à travers mon corps. Et j'entendais ce qu'elle disait pendant qu'elle me parlait dans sa bouche. Je ne sais pas comment vous expliquer cette sensation. Pendant qu'elle me parlait dans sa bouche, et de sa bouche, j'entendais, et à travers ses 2 mains sur mon corps, c'est comme les paroles aussi pénétraient à travers ses 2 mains, vu que c'était pressé, elle ne pouvait pas tout dire à travers la bouche. Donc, j'entendais aussi à travers les 2 mains qu'elle avait mis sur mon épaule. Et puis, c'était juste pour me demander pardon. Et moi, je lui disais, non, je t'en veux pas. Et puis, tout d'un coup, je me réveille et je suis sur mon lit. Mais tout mon corps était rempli de larmes. J'avais vraiment pleuré. Ici, à mon réveil, je vois que j'avais pleuré. Et tout mon corps j'étais mouillée, mon visage était mouillé de larmes. Parce que quand elle me parlait là-bas, je pleurais aussi, mais mon visage était rempli de larmes, tout. Et puis, je me réveille sur le lit, je ne comprends pas. Parce que c'était tellement réel. Et il était 5 heures. Je dormais avec ma soeur, mais ma soeur était en train de faire un peu de lessive dehors, donc j'étais seule sur le lit. Et je me lève, je ne pouvais plus parler, c'est comme si j'étais paralysée. Je vais vers ma soeur, quand elle me voit, je pleurais. Elle dit, quoi, tu as encore fait tes songes là? J'ai dit, oui, mais on dirait que quelqu'un est malade au village. Elle dit, pourquoi? Je dis, j'ai vu la vieille mémé, mais j'ai l'impression que la manière dont je l'ai vue là, c'était pas normal.
et on prend le téléphone à 5 heures. J'arrivais pas à retenir. Au fait, même quand je essuyais mes larmes, mais mes larmes continuaient à descendre. Au fait, je pleurais pas ici, mais je coulais des larmes. Donc ma soeur était inquiète, elle dit Seigneur, c'est quoi ça encore? Elle prenait des pagnes, elle essuyait, mais mes larmes continuaient à descendre beaucoup. Et on ne comprenait pas. Elle dit, mais est-ce que tu fais exprès de lui? Je dis, je ne pleure pas, mais mes larmes coulent seules. Elle dit, ok, t'inquiète pas, il faut qu'on appelle les parents. Et on appelle les parents qui étaient inquiets de voir nos appels. J'appelle directement ma maman. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle dit, il y a quoi? Elle dit, pourquoi vous appelez à 5 heures? Je dis, maman, est-ce que tout le monde se porte bien au village? Elle dit, oui. Et elle dit, c'est ta nièce qui est malade. On est à l'hôpital. Ta grande c'est à l'hôpital avec elle. Moi-même, je viens de rentrer de l'hôpital, mais ça va. J'ai dit, mais vous êtes sûre? Elle dit, qu'est-ce qui c'est pas ce que tu as fait? Parce que tout le monde me connaît un peu pour mes songes bizarres. Je vois des choses souvent dans mes songes. Elle dit, tu as encore fait des songes? J'ai dit, oui, que j'ai fait des songes. Et puis, je lui ai demandé, et mémé? Elle dit, ta mémé, elle va bien. J'ai dit, est-ce que tu l'as vue dernièrement? Elle dit, oui. Avant-hier, je l'ai vue. Elle marchait, mais elle était tombée. Son pied a cogné caillou. Elle était tombée. Mais ça va, c'est rien de grave. Quand on est parti, ils ont dit que son pied était déplacé. Donc, ça fait que dernièrement, parce qu'elle est beaucoup vieille. La vieille, elle avait au moins 80 ans. Mais elle sortait, elle pouvait marcher doucement, doucement. Elle dit, elle dit, malgré ses 80 ans, tu la connais. Elle aime souvent marcher, se promener. Mais son pied a cogné caillou et son pied s'est déplacé. Mais elle est là, ça va. Je suis même passée la voir hier. Si tu veux, je vais passer la voir demain, ce matin, si elle va bien. Je dis, je l'ai vue d'une manière, c'était bizarre. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. J'irai la voir le matin. J'ai fait le rêve un jeudi. Non, un mercredi, pardon. Ma maman va le mercredi matin, là, elle va voir mémé. Ça va, la vieille même me parle au téléphone. Elle dit, ça va. Je dis, elle dit, mais il y a longtemps, pourquoi tu viens pas me voir? Je dis, mémé, c'est le temps à Abidjan, c'est pas facile, on court à chaque fois. Donc, du coup, mais je viendrai te voir. Elle dit, ok. Elle dit, sinon, je vais bien. Ta maman m'a dit que tu étais inquiète pour moi, mais ça va. J'ai juste eu un accident au pied, mais je vais bien. J'ai dit, ok, mémé. Vraiment, je t'ai rassurée. Jeudi passe et vendredi, à 5 heures, ma maman m'appelle. Mémé était décédée. Elle était décédée, c'était comme avant son décès. Quand on me dit qu'elle était décédée, au fait, le mercredi, c'est vrai que j'étais rassurée, mais je me sentais bizarre. Et quand je dormais, même, je reprenais le même songe que j'avais fait. C'était pas normal. Et le vendredi, quand on m'appelle pour dire mémé est décédée, je dis Seigneur, je savais. Au fait, je savais, c'est comme si elle était venue me demander pardon encore pour ce qui s'était passé. Et vraiment, je me suis sentie vraiment très bizarre. Et tout le monde me regardait bizarrement. Et ma maman avait expliqué l'histoire là-bas. Et quand je suis partie au funérailles, et vraiment tout le monde me regardait. On dit, toi au moins mémé t'a dit au revoir, mais vraiment c'est resté gravé dans ma main. Les 2 bébés qui étaient dans sa main, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore réussi à avoir d'enfant. Voilà, j'ai pas réussi à avoir d'enfant, ça fait des années. Et j'ai foi en Dieu, je sais que le Seigneur me donnera un enfant. Et voilà, ça me rend triste, mais j'ai fini par accepter ma situation. Voilà. Et juste quand ça m'a fait bizarre jusqu'à aujourd'hui. Et que la mémé vient me dire au revoir avant de partir. Donc, c'était un peu mon histoire. Et vraiment, ça me fait à chaque fois plaisir de vous raconter ces genres d'histoires. Ça m'apaise. Moi, c'est comme si ça me guérissait parce que j'aime pas me confier. Et c'est vraiment, j'ai tellement de choses que j'ai endurées dans la vie. C'est comme j'en souffre beaucoup de certaines choses. Et quand je viens me confier et que je parle ici, ça me fait plaisir, ça m'apaise. Donc, je dis encore merci à l'équipe d'IMG pour ce formidable boulot qu'ils font. Et vraiment, ça sauve beaucoup de personnes. Vous ne savez pas, peut-être vous pensez que vous êtes là pour écouter les histoires ou bien pour nous, pour partager nos histoires, mais en même temps, ça nous guérit et vous faites beaucoup pour nous. Et voilà, c'était mon petite histoire. Et j'ai encore l'histoire de mon petit frère qui est décédé que je vais venir raconter la prochaine fois parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais je suis un peu essoufflée. Tellement je vais parler vite, je sais que j'ai pris trop de temps pour mon histoire, donc je suis un peu essoufflée. Peut-être dans 2 jours, vu que je reprends le 20, on est le 17 et avant le 20, je viendrai raconter l'histoire de mon petit frère qui est décédé aussi.
Allez, bonne journée à vous. Bisous, 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 bisous. Je vous adore. Likez, partagez, voilà. Et voilà, c'était pour petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, un vœu à toute la famille et à toute la communauté. Je viens ici vous raconter une petite histoire qui se déroule au Cameroun et plus précisément à Douala, parce que je suis camerounais. Il y a de cela quelques années, j'avais un ami d'enfance, l'un de mes seuls amis en tout cas, parce que j'en ai pas beaucoup eu. Et moi, à la base, j'étais chrétien. Donc, j'étais baptisé, confirmé dans l'église catholique. Voilà, lui, il ne connaissait rien de l'église, donc il était comme ça. Le dimanche, parfois, j'allais à l'église, à 9h, et quand on a commencé à marcher ensemble, je préférais aller à 6h pour être le plus libre possible, en fait, pour ne pas essayer de trouver l'excuse que, non, je vais à l'église dimanche, je ne peux pas faire ci et tout. Donc, j'étais toujours à la page. Donc, mon côté spirituel ne gênait pas notre amitié, en tout cas. C'est ce que je veux juste souligner. Donc, on était jeunes, on faisait tout, on avait nos petites activités qui nous rapportaient de l'argent et tout. Bon, moi, beaucoup plus, j'avais cette grâce-là et ça m'a attiré des compagnies féminines avant lui. Donc, j'ai eu facilement des petites copines et lui n'en avait pas parce que financièrement, c'était pas ça, quoi. Voilà. Donc, c'est moi qui le soutenais, on peut le dire comme ça. Donc, du coup, à un moment donné, il est entré dans une église de réveil, en fait. Dans une église de réveil, il a commencé à aller à l'église et je me suis rendu compte que son comportement a commencé à changer parce qu'il n'était plus disponible. Parce qu'il allait à l'église au début 3 fois par semaine et il y a des moments où il partait 7 jours sur 7 à l'église pendant pratiquement 1 mois, en fait. Donc, on ne se voyait presque plus. Notre amitié a pris un coup et on est presque devenus des adversaires parce que beaucoup de choses sont passées dans sa vie. Moi, je n'ai pas été au courant. Donc le pompon à l'église, un jour dans leur église, le prêtre lui dit, il a une révélation. Et voilà, il a vu que Dieu lui a donné une femme qui est là présente et tout. On lui présente une jeune fille. Elle venait d'accoucher, ça fait même pas 3 jours. Il prend la fille et tout, les gens applaudissent à l'église, on va l'accompagner où la fille vit chez une ancienne église et tout, une fille sans histoire, quoi. Il ne prend même pas la peine de savoir qui elle est et tout. Il voit une jeune fille, il ne se pose pas de questions. Il la prend, il va lui montrer leur maison, il présente à sa maman, il explique à sa maman que voilà, à l'église c'était comme ça et tout. Bon, la maman, elle n'est pas trop dedans, mais c'est son enfant, voilà, elle est obligée de soutenir son fils. Le gars ramène la fille à la maison, il commence à vivre à la maison et tout. Le gars, il se bat comme il peut avec l'aide de la famille. Ils élèvent cet enfant. Après, la fille tombe enceinte de lui. Et quand elle tombe enceinte, elle commence à mettre la pression au gars. Il faut quitter de la maison et tout. Il faut qu'on prenne notre petite maison. On vive là tous les deux. Voilà, le rythme familial, là, moi, je ne supporte plus. Du coup, le gars entre en conflit avec sa mère. Sa mère lui explique que non, financièrement, tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas rationner une maison, payer ton loyer, tu ne peux pas financer ton train de vie. Profite du fait que tu es à la maison pour faire quelques économies et peut-être te lancer dans une activité qui va mieux te faire rentrer de l'argent et du coup tu pourras mieux vivre. Bon, pareil, je suis aussi venu, il m'a fait part de la chose, bien que plein de choses se sont passées dans sa vie, je n'étais pas au courant. Bon, à chaque fois, j'essayais de me renseigner auprès de lui, il me confirmait, donc j'ai compris que voilà, il y a déjà une grosse distance. Donc, il m'explique la situation, je lui dis la même chose, que moi je pense que le loyer pour lui, c'est pas encore ça, voilà, il gagne pas encore assez, qu'il profite, sa femme est enceinte, quand elle va accoucher, peut-être qu'il va réfléchir comment lui trouver une activité, ça va multiplier les revenus. Bon, lui n'a voulu rien comprendre, la fille avec sa pression, l'église aussi de l'autre côté, il est allé en location. Quand il arrive en location, il se rend compte là-bas que le premier enfant qu'il a eu, avec cette fille qui n'était pas de lui, était l'enfant du pasteur. Le pasteur commence à diriger sa vie, à lui imposer des choses parce qu'il m'avait fui. C'est en ce moment qu'il revient vers moi. Parce qu'il y a même des scènes que sa femme a montées contre moi, en fait, qui aurait dû me coûter la vie. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais rester à l'essentiel. Donc, et comme je dis,
c'est à cause de ça que j'ai été obligé de partir du pays parce que ma vie en dépendait. Bon, heureusement, aujourd'hui, voilà, je suis hors du pays, ça se passe pas mal. Malheureusement, lui n'est plus. Donc, il se rend compte de tout ça. C'est l'enfant du pasteur et tout. L'église a poussé. Il est parti même doter la fille, s'est marié officiellement. Tout ça dans mon dos. Je n'ai pas été au courant et tout. Voilà, je me rends compte de beaucoup de choses, de beaucoup d'engagements qu'il a pris dans sa vie et tout. Bon. Après, quand je sors du pays, on commence à parler. C'est là où il me raconte tout ça. Il me raconte toutes ces conneries. Il dit, mais mes oreilles pleuraient au téléphone tous les jours parce que quand il me prenait, il ne voulait pas me lâcher. En fait, j'étais un peu comme son consolateur parce qu'il n'avait personne. Sa maman, tu vois, il s'était brouillé avec elle pour cette fille. Presque tout, il était à l'écart de tout le monde. Et même avec moi, il s'était brouillé. Mais c'est mon ami, voilà, il souffre, je veux quand même lui donner un coup de main. Et il voit que bon, moi je suis plus au pays, ça se passe un peu bien. Voilà, il est un peu quelque part, il a un goût amer parce qu'on a commencé ensemble. Il pense qu'on avait peut-être une destinée liée et qu'il a pris un chemin qui est en train de serrer sa gorge petit à petit. Donc, il prend la décision de partir du pays et tout. Je lui dis, si tu veux partir du pays, moi, tu ne peux pas laisser une fille avec 2 enfants. Tu dis, tu vas partir du pays, c'est pas possible. Comment elle va prendre ça? Comment elle va vivre derrière? Vous avez les aérés de 7 mois de loyer et tout. Voilà, déjà, vous deux, vous n'arrivez pas à payer. Si tu la laisses seule, tu fais comment? Tu fais comment pour vivre? Toi, déjà, tu vas prendre une initiative qui va te coûter de l'argent. Tu n'as pas une famille qui peut te soutenir dans ça et tout. Tu vois, il faut voir toutes tes forces. Moi, on parle et tout. Malgré tout, il allait dire à la fille. Quand il va dire à la fille, elle se rend compte, elle réagit mal. Il revient me dire, gars, j'étais obligé. J'ai dit à la fille et tout. Je dis, bon, ok. Et après 2 jours après, on a un ami en commun qui a perdu son père. On est au téléphone, lui et moi. Après, il me dit, gars, je vais m'apprêter pour aller au deuil. Il fait un tour à la maison, vite fait. Petit temps qu'on raccroche, il va chez lui, il arrive. D'après ce qu'on me raconte, sa femme lui demande à prendre un bain. Il dépose l'eau aux toilettes parce que c'était les toilettes extérieures. Il dépose l'eau aux toilettes et il revient, il trouve son repas servi, il s'assoit, il mange. La femme est en train de papoter dehors, elle ne va pas prendre son bain. Quand il finit de manger, il se rend compte qu'elle n'a pas pris son bain. Il se dit, bon, comme elle n'est pas pressée, il va prendre son bain et après il va lui remettre de l'eau parce qu'il doit aller assister un ami. Le petit trajet de la porte d'entrée pour les toilettes, le gars commence à pleurer un mal de gorge. D'après les voisins, même pas 30 secondes, il s'écroule, il vomit du sang. Entre le temps d'appeler le taxi et le ramener à l'hôpital, il décède tout de suite. Donc, le pasteur de cette église réveillée a changé sa destinée en passant par une de ces, je ne sais pas comment je vais l'appeler, qui est venue détruire la vie d'un jeune garçon qui était plein d'avenir. Donc moi, j'ai pas de leçon, j'ai aucune leçon à tirer, juste que il faut être méfiant, c'est tout. Juste que voilà, il faut essayer de prendre les paroles de nos enseignants religieux et d'essayer de raccorder ça à notre quotidien. Parce qu'on ne va pas t'expliquer quelque chose qui n'a rien à voir avec ton quotidien, avec ta réalité. Tu prends, tu adoptes. Ça marche. Même la maladie, 2 personnes peuvent choper un même virus. Ils vont à l'hôpital. D'après les réactions de leur corps, on ne va pas leur prescrire le même traitement. Il y en a qui sont résistants, il y a d'autres qui vont passer facilement. Donc c'est ça, même au niveau de notre spiritualité. On ne va pas te raconter l'histoire que quelqu'un d'autre a vécu. Il a vécu ça. C'est son histoire, lui, qui lui est propre. C'est pas sûr que si toi, tu étais dans ces mêmes conditions, la fin de l'histoire devait être pareille. Moi, c'est juste ça. Donc, avec nos églises réveillées, vraiment, soyons très, très vigilants. Merci et très bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Recevez mes fraternelles et cordiales salutations. Partagez, likez, commentez. L'histoire que je vais vous conter, je l'ai vécue.
À cette époque, je pouvais avoir 7-6 ans par là. Je vivais avec ma grand-mère, un de mes grands frères et mon cousin dont je vous parlais de lui dans l'histoire auquel il est parti chercher les cabosses de cacao. Il a fait la rencontre du totem de la plantation là. Nous étions rentrés du champ et puis j'ai été en train de faire la cuisine. Il était à peu près 16h30, 17h par là. Mon cousin et moi, nous étions en train de jouer dans la cour. Et le grand frère, lui, il était assis sur la véranda. On a aperçu un groupe de jeunes gens âgés environ entre 25-35 ans par là. Ils étaient à peu près 12 ou 13 personnes. Tellement amaigris, fatigués. On pouvait en lire la souffrance sur leur visage. Quand ils sont arrivés, ils parlaient plutôt anglais. Notre grand frère, il se débrouillait un peu, mais il ne comprenait pas bien parce que le anglais était vraiment soutenu. Ce n'était pas le pidgin qu'on a l'habitude de parler là. Et heureusement, ma grand-mère, elle a vécu au sud-ouest, donc elle parle parfaitement anglais. Le grand frère est allé appeler la grand-mère. Quand elle est arrivée, je m'en souviens très bien, je suis parti vers elle. J'étais tellement choqué de voir les gens aussi maigres de cette façon. Je lui demande exactement si ce sont les humains, parce que je n'avais jamais vu quelqu'un fatigué de cet état. Et j'étais aussi très surpris de voir ces gens amaigris jusqu'à ce point et qui pouvaient encore se mouvoir. J'étais vraiment étonné. Donc, c'est comme ça que ces gens ont commencé à discuter avec la vieille. La maison est un peu vaste et puis il y a 2-3 chambres à l'extérieur. À l'époque, il y avait 2-3 chambres. Maintenant, on a cassé et rénové la maison. À l'époque, il y avait 2-3 chambres à l'extérieur. La grand-mère les a logés là-bas. Par la suite, la grand-mère nous explique que ce sont des gars comme ça qui sont partis de la Somalie jusqu'au Cameroun, à pied. C'était pendant les années où la Somalie traversait la guerre civile rustique là. Dans les années 91-92 par là. C'est comme ça la vieille a logé ces gens. Et comme entre-temps on avait une très grosse plantation, quand ils ont repris les forces, les gars sont partis, ils commençaient à travailler pour la vieille, ils sont restés. Jusqu'à l'heure où je vous parle, certains ne sont plus jamais rentrés dans leur pays de base, ils sont restés au Cameroun. D'autres, je pense qu'il y a encore 2 ou 3 qui sont encore dans la maison familiale jusqu'à nos jours où je vous parle là. Ils ne sont plus partis. C'est comme ça que les années ont passé. Mon grand frère dont je vous parle, qu'il était avec nous à la maison, il a eu le CAP. Vous savez, chez les techniciens, je crois que c'est généralement en février, ils ont ce qu'ils appellent le JPO, la journée portes ouvertes. Ils essayent de faire quelques pratiques. Ils ont les thèmes assimilés à chaque spécialité. Les gars font les démonstrations, ils sont conduits par les enseignants et tout. Les gars essayent de travailler comme ça, ils présentent au préfet, gouverneur. De toute façon, ils essayent de présenter leur savoir-faire aux autorités de la ville dans laquelle le lycée ou bien le collège se trouve. Ils savaient que mon grand frère a eu à présenter un thème sur lequel ils ont commandé un portail à distance. Je ne saurais comment, puisque de toute façon, ça, c'est déjà dans sa spécialité. Mais c'était ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il nous avait expliqué. Et l'année là, comme le monde est ce qu'il est, la chaîne de télévision nationale était dans ce lycée. Donc, ce qu'ils ont fait comment dirais-je, il y a eu une projection au journal télévisé de ce jour-là, en fait. Je ne sais pas par quelle alchimie. Il se peut que un Somalien avait vu ça, puisque je ne sais pas. Moi, je dirais peut-être un Somalien avait vu ce journal-là, ce jour-là, puisque c'est mon frangin qui avait le speech. Après l'interview, il a donné ses coordonnées. Il se peut que pendant le journal,
quand ce Somalien a vu le journal, maintenant, il a pris les coordonnées du frangin. Et comme le monde est ce qu'il est, je vous en prie, c'est souvent bien de garder vraiment un numéro. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. À partir du jour là jusqu'à aujourd'hui, mon grand frère a toujours son même contact. Il n'avait pas changé. C'est ce qui s'est passé. On reste à la maison. Peut-être même 2 ou 7 ans après que la grand-mère avait reçu les Somaliens là. Voilà, le téléphone de mon grand frère sonne. Il voit un numéro bizarre et tout. Il ne voulait même pas décrocher. Le numéro insistait tellement, il a décroché. Encore une fois de plus, on parle anglais. Le gars il ne comprenait pas vraiment. Il répondait aussi ce qu'il pouvait comprendre, mais d'une façon très décalée là. Heureusement, encore la grand-mère était là. Il a passé le téléphone à la grand-mère. Comme ça, au bout du fil, on dit, est-ce que c'est vous, vous avez fait ceci en telle année, voilà le thème que vous avez présenté et tout. On s'est intéressé à ça. Est-ce que vous pouvez travailler pour le compte du gouvernement somalien? C'est pas possible. On a même d'abord cru que c'était les blagues. C'est comme ça que le grand frère a dit que sans souci. Mais là où il est là, il n'a rien. Comment il va faire pour voyager? On pensait toujours que c'était les arnaqueurs. Ils ont dit que non, il n'y a pas de souci. Si vous acceptez tout simplement, on va vous envoyer les sous, vous allez faire votre passeport et puis on va vous envoyer le billet d'avion. Chose dit, chose faite. C'est quand ils ont envoyé vraiment l'argent pour le passeport qu'on a su que les gars étaient sérieux. Mon grand frère a fait un passeport express directement. 3 semaines après, les gars ont envoyé le billet d'avion et puis il a voyagé. Il est parti là-bas, c'est comme ça qu'il a signé le contrat avec une entreprise de la place et jusqu'aujourd'hui, le gars se trouve là-bas. Hein. Il travaille là-bas pour le compte du gouvernement somalien. Donc la moralité de l'histoire, c'est que un bienfait n'est jamais perdu. Moi, c'est ce que je pense. Qui crut qu'il pouvait se retrouver dans ce pays 7, 6, 8 ans après? Moi, je crois que ça, c'est la récompense de ce que la grand-mère a fait pour ces ressortissants somaliens qui ont bravé la guerre, ils ont traversé presque 8 pays à pied jusqu'à se retrouver au Cameroun. Et pourquoi c'est dans la maison de ma grand-mère qu'ils sont venus? Il y a autant d'interrogations que de réponses. De toute façon, répondez-moi en commentaire. Là, nous allons essayer de comprendre. Dieu est Dieu. Si quelqu'un m'écoute, qu'il prie. Partagez, likez, commentez. Que le Seigneur nous glorifie. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.